Ma femme a crié, présente tes excuses à mon fils tout de suite, ou nous divorçons. Je me suis levé et l'ai regardé droit dans les yeux. Elle a souri d'un air suffisant, comme si elle avait déjà gagné. Je n'ai dit que 3 mots et je suis parti. 3 jours plus tard, elle et son fils me suppliaient, désespérés. La voix de ma femme a fendu l'air de notre cuisine comme une assiette jetée. Présente tes excuses à mon fils tout de suite, Marc, ou nous divorçons. Les mots m'ont frappé si fort que je les ai sentis dans mes nerfs. Carole se tenait près de l'évier, les bras croisés, le menton relevé, les yeux brillants de cet éclat obstiné qu'elle avait quand elle décidait qu'elle avait raison et que le monde n'avait qu'à s'adapter. Derrière elle, l'éclairage sous les placards jetait une lueur crue sur le désordre du comptoir, des sacs de courses Carrefour, un paquet de bretzels à moitié ouvert, mon pilulier posé là où il était toujours, comme un rappel silencieux que je n'avais plus 25 ans. Et il y avait Damien, son fils, 29 ans, portant toujours sa casquette à l'envers à l'intérieur, comme si la maison était une résidence étudiante, adossée contre le cadre de la porte dans le couloir. Il ne faisait même pas semblant d'être désolé. Il arborait ce petit sourire suffisant, comme s'il savait déjà comment cela allait se terminer, comme s'il avait déjà vu Carole faire ça à d'autres. Ils attendaient l'ancien Marc. Celui qui avalait des couleuvres pour avoir la paix. Celui qui réparait le robinet qui fuyait et gardait le silence. Celui qui payait les factures et agissait comme si le manque de respect n'était qu'un bruit de fond. L'air est devenu lourd. Pas lourd au sens poétique. Vraiment lourd. Le genre d'air où vous sentez votre chemise collée à votre dos et où vos poumons ne veulent pas prendre une inspiration complète. Le réfrigérateur bourdonnait. L'horloge murale au-dessus du micro-ondes faisait tic-tac comme si elle avait quelque chose à prouver. J'ai regardé fixement ma femme, la femme que j'avais épousée 8 ans plus tôt dans une petite église près de Bayeux, en Normandie, où le curé avait mal prononcé mon deuxième prénom et où nous en avions ri plus tard sur le parvis. La femme qui me tenait la main au repas de l'amicale quand la file d'attente s'allongeait. La femme qui avait un jour pleuré dans ma camionnette parce qu'elle était terrifiée que son fils ne rentre jamais à la maison. Maintenant, elle me criait dessus comme si j'étais un employé indiscipliné. Marc, lança-t-elle de nouveau, plus fort. Tu m'as entendu. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas scié le premier. J'ai juste laissé le silence s'installer jusqu'à ce que le sourire de Damien ait un soubresaut, comme s'il commençait à s'ennuyer. Au fond de ma tête, comme une voix venue d'une autre vie, j'ai entendu mon père, Henri Reynaud, né et élevé à Saint-Pierre-sur-Dive. Le genre d'homme qui pouvait réparer un tracteur avec du fil de fer et de la poigne. Un homme qui supplie aujourd'hui paix pour toujours. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai senti la douleur dans mon épaule gauche, là où l'arthrite me rongeait depuis des années, comme si même mon corps était fatigué de tout maintenir en place. J'ai regardé par-delà Carole, droit sur Damien. Il était revenu s'installer chez nous 3 mois plus tôt, juste pour un petit moment, après avoir été renvoyé de son poste de vendeur à Caen. C'est ce que Carole disait, en tout cas. La version de Damien changeait selon l'interlocuteur. Parfois, il avait été licencié. Parfois, c'était la direction qui était toxique. Une fois, je l'ai entendu dire à un ami au téléphone, en haut-parleur, qu'il avait démissionné parce qu'il refusait de vendre son âme. Ce que je savais, c'était ceci, il était rentré avec 2 sacs de sport, une PlayStation et une attitude assez grande pour remplir toute notre maison de plain-pied sur la rue des Grands Champs. Et plus il restait, plus Carole rapetissait le plus petite dans son courage, plus petite dans son honnêteté jusqu'à ce que tout dans notre maison commence à tourner autour des humeurs de Damien. S'il claquait une porte, le dîner se faisait en silence. S'il levait les yeux au ciel, Carole s'excusait auprès de lui comme s'il était la victime. S'il voulait de l'argent pour l'essence, elle attrapait son sac à main. Cette nuit avait commencé comme n'importe quelle autre soirée d'hiver. Le froid normand pressant contre les fenêtres. Le chauffage fonctionnant de manière constante. Moi, encore dans mes bottes de travail, sentant l'huile de machine et la poussière de l'usine. J'étais rentré en espérant un hachis parmentier et les nouvelles locales. À la place, j'ai trouvé Damien en train de rire de quelque chose sur son téléphone pendant que Carole était à table avec une pile de courrier. Une enveloppe était ouverte. Mon nom était dessus. Le logo du Crédit Agricole me fixait comme une accusation. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Carole ne m'a pas regardé. Juste des relevés. Damien a ricané. Il demande comme s'il ne savait pas déjà qu'il est fauché.
Je me suis arrêté. Pardon? Damien s'est levé, lentement, comme dans un film. J'ai dit, tu agis comme si tu ne savais pas. Tu es toujours sur le dos de ma mère pour l'argent, comme si tu étais un héros parce que tu paies les factures. Carole a enfin levé les yeux, et l'expression sur son visage n'était pas celle d'une excuse. C'était un avertissement, comme si j'étais le problème pour avoir provoqué l'ours qu'elle nourrissait. Damien, dit-elle doucement. Mais il n'y avait aucune fermeté dans sa voix. Il s'est penché en avant, les mains sur la table. Tu sais quoi, Marc? J'en ai marre que tu agisses comme si tout t'appartenait. Ce n'est pas ta petite usine ici. C'est aussi la maison de ma mère. Il a jeté un coup d'œil à la photo encadrée dans le couloir mon père en chemise de flanelle, tenant une perche au lac de pause. La lèvre de Damien s'est retroussée. Et arrête d'agiter le fantôme de ton précieux papa comme si c'était une médaille. Il n'est pas là. Il est parti. Et toi, tu n'es toujours qu'un gars de la maintenance. C'est ça qui a tout fait basculer. Pas l'insulte envers moi. Des hommes m'ont dit pire dans la salle de pause à 2 heures du matin quand un tapis roulant tombe en panne. Je peux encaisser un coup. Mais mon père était le genre d'homme qui n'a jamais levé la main sur personne et qui a quand même appris à la moitié du département ce qu'était la décence. Mon père ne méritait pas la bouche de Damien. Je me suis approché. Ne parle pas de mon père. Les yeux de Damien ont lancé des éclairs. Sinon quoi? Carole s'est levée d'un bond de sa chaise, les paumes en avant comme si elle séparait une bagarre de bar. Marc, arrête. S'il te plaît, arrête. C'est lui qui a commencé, ai-je dit, et j'ai détesté le son de ma voix fatiguée, rauque, plus vieille que je ne me sentais à l'intérieur. Carole s'est tournée vers moi, et c'est laquelle a appuyé sur le bouton nucléaire. Présente tes excuses à mon fils, a-t-elle crié. Ou nous divorçons. Comme si les 8 dernières années pouvaient être réduites à un interrupteur qu'elle pouvait actionner pour que Damien soit à l'aise. Et nous en étions là. Les lumières de la cuisine trop vives, les cœurs trop bruyants. Damien souriant d'un air suffisant dans le couloir, comme s'il avait déjà gagné. Les narines de Carole se sont dilatées. Dis-le. Damien a croisé les bras, souriant toujours. Vas-y, Marc. Dis-moi que tu es désolé. J'ai de nouveau regardé ma femme. J'ai cherché sur son visage la femme que j'avais épousée, celle qui m'avait dit un jour, je veux juste un foyer paisible, celle qui m'avait promis que nous serions des partenaires. Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un se tenant entre moi et son fils, le choisissant encore une fois sans même s'en rendre compte. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien claqué. Je n'ai pas donné à Damien la satisfaction de me voir craquer. J'ai juste dit la seule chose vraie qui me restait en bouche. J'en ai fini ici. Carole a cligné des yeux comme si elle n'avait pas compris la langue. Quoi? Je me suis tourné, j'ai marché jusqu'au porte-manteau et j'ai attrapé ma vieille veste Carhartt marron. Mes clés étaient sur le crochet. Je les ai prises. J'ai pris mon sac de sport dans le placard, à moitié fait pour un voyage de travail qui n'a jamais eu lieu, comme si l'univers le savait. Marc, a appelé Carole, sa voix montant. N'ose même pas, je me suis arrêté sur le seuil et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Le sourire de Damien a vacillé un tout petit peu, comme s'il réalisait que le jeu pourrait être en train de changer. Je ne leur ai pas dit un mot de plus. Dehors, le froid m'a giflé le visage, me le nettoyant. La lumière du porche faisait scintiller la neige comme du verre brisé. Mon souffle sortait en un nuage blanc. J'ai marché jusqu'à ma camionnette, je suis monté et j'ai fermé la porte. L'habitacle sentait le café rassis et l'huile de moteur, d'une manière réconfortante. Je suis resté assis là, les mains sur le volant, fixant la fenêtre de notre salon où les rideaux bougeaient alors que quelqu'un se déplaçait à l'intérieur. Puis mon téléphone a vibré. Carole. Je n'ai pas répondu. J'ai passé la marche arrière et j'ai reculé lentement, les pneus crissant sur la neige. Alors que je conduisais vers la ville, dépassant les silhouettes sombres des champs endormis sous l'hiver, une pensée s'est installée dans ma poitrine comme une pierre, lourde, stable, sûre. Cette nuit-là, assis dans ma camionnette sous la lueur néon du parking du bar tabac, j'ai réalisé quelque chose qu'il n'avait pas compris. J'avais bien un endroit où aller. Je n'y étais juste pas encore allé. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le canapé de Rémi était vieux et affaissé au milieu,
le genre qui se souvient de chaque homme qui s'y est écrasé. Le chauffage s'allumait et s'éteignait avec un sifflement rauque qui me rappelait mes propres genoux les matins froids. Quelque part dehors, un semi-remorque a rétrogradé sur la nationale 13, le son s'étirant dans l'obscurité comme un long soupir. Je suis resté allongé à fixer le ventilateur de plafond, le regardant vaciller, pensant à la façon dont le visage de Carole s'était durci quand elle m'avait donné cet ultimatum. Pas dur de colère, dur de certitude, comme si elle croyait vraiment que j'allais plier. Vers 5 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je me suis assis à la table de la cuisine de Rémi avec une tasse de café qui avait le goût d'avoir été réchauffée trop de fois. Les nouvelles locales murmuraient sur sa petite télévision, épaisseur de neige, retard scolaire, rien sur un homme de 57 ans qui venait de quitter sa propre maison avec un sac de sport et sa fierté, meurtrie. Rémi est entré, vêtu d'un sweat à capuche jaune d'air délavé, et s'est frotté les yeux. « Tu as une sale gueule, dit-il. »« Je me sens encore plus mal, » ai-je répondu. Il s'est versé du café et n'a pas insisté. C'est ce que j'appréciais chez Rémi. Il savait quand laisser le silence parler. Mon téléphone a vibré sur la table. Carole. Je n'y ai pas touché. Une autre vibration, puis une autre. Rémi a jeté un coup d'œil au téléphone, puis à moi. Tu vas répondre? Pas encore. Il a hoché la tête une fois. Malin. En milieu de matinée, les messages ont commencé à arriver. Carole, 7h42, il faut qu'on parle. Carole, 8h03, tu as mis Damien dans l'embarras hier soir. Carole, 8h17, je n'arrive pas à croire que tu sois parti comme ça. Il n'y avait pas de est-ce que ça va? Pas de où es-tu allé? Juste des accusations enveloppées d'inquiétude, comme Carole avait appris à le faire quand il s'agissait de son fils. Vers 10h, un nouveau message est apparu. Carole, 10h11, si tu ne rentres pas, je devrais parler à un avocat. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Avocat. Le mot pesait lourd, comme une porte qui claque quelque part au loin. Rémi s'est appuyé contre le comptoir. Tu as faim? Pas vraiment. Dommage. Il a glissé une assiette d'œufs et de toast devant moi. Mange quand même. Les décisions sont pires le ventre vide. J'ai avalé quelques bouchées de force. Ma poitrine était serrée, pas par la faim, bu par autre chose. La peur, peut-être. Ou la lente prise de conscience que ce n'était pas juste une dispute. C'était une limite franchie. Pendant que Rémi faisait la vaisselle, mon esprit est revenu à une autre époque, plus douce. Carole et moi n'avions pas toujours été comme ça. Quand nous nous sommes mariés, Damien avait 21 ans et vivait à 3 régions de distance. Il était parti précipitamment après une dispute avec Carole qu'il avait laissée tremblante sur le canapé, le mascara coulant, convaincu de l'avoir perdue pour toujours. Je me souvenais clairement de cette nuit. Carole s'était assise dans ma camionnette sur le parking du Carrefour, agrippant la ceinture de sécurité à 2 mains comme si c'était la seule chose qui la tenait droite. Je l'ai raté, avait-elle murmuré. J'ai trop poussé. Il ne reviendra jamais. J'avais tendu la main et pris la sienne. Les enfants reviennent, avais-je dit. Surtout quand ils savent qu'il y a toujours une place pour eux. 1 an plus tard, Damien est bien revenu pour la Toussaint. Puis pour Noël. Et quand il est finalement revenu s'installer à la maison, c'est moi qui ai dit, donnons-lui une chance. C'est moi qui ai vidé la chambre d'amis. C'est moi qui ai dit à Carole, il a juste besoin de temps. Ce souvenir me faisait mal maintenant, comme si j'appuyais sur un bleu que je ne savais pas avoir. Vers midi, je me suis retrouvé à tenir mon téléphone, le pouce planant au-dessus du clavier. Je suis désolé. Parlons-en. Les mots étaient là, tapés, brillant doucement sur l'écran. Un instant, je me suis imaginé rentrer, m'excuser, ravaler ma fierté pour le bien du mariage, assis en face de Damien à la table de la cuisine pendant qu'il souriait d'un air suffisant en prétendant me pardonner. La paix à tout prix. Mon pouce planait au-dessus d'eux, envoyé. Puis Rémi a parlé, sa voix désinvolte mais assez tranchante pour percer mes pensées. Tu connais mon pote Stéphane, dit-il. J'ai levé les yeux. Le gars de Rouen? Oui, le même âge que nous. Sa femme lui a donné un ultimatum comme ça une fois. Il s'est excusé. Il pensait être le plus raisonnable.
Rémi a secoué la tête lentement. Elle a appris quelque chose ce jour-là. Quoi? Que si elle poussait assez fort, il céderait. Il lui a fallu 5 ans pour vider son compte retraite et le laisser avec une chambre en location et un mal de dos. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai regardé à nouveau mon téléphone. Les mots étaient toujours là. Je suis désolé. Parlons-en. Dans ma tête, la voix de mon père est revenue, claire comme s'il était assis en face de moi à cette table, la casquette baissée, les mains autour d'une tasse. Un homme qui supplie aujourd'hui paie pour toujours. J'ai expiré, longuement et lentement. Puis j'ai effacé le message. L'écran est devenu noir. Rémi n'a pas souri. Il a juste hoché la tête une fois, comme s'il avait déjà vu ce moment et en respectait le poids. Cet après-midi-là, pendant que Rémi était parti faire des courses, j'ai conduit jusqu'au centre-ville, au Crédit Agricole. Le bâtiment se trouvait à l'angle de la rue, comme toujours, en briques, solide, sans prétention. Le genre d'endroit qui se souvient de votre nom si vous y allez depuis assez longtemps. À l'intérieur, la chaleur m'a frappé en même temps que l'odeur de vieilles moquettes et de café frais. Une jeune guichetière m'a souri poliment. J'ai demandé à voir quelqu'un au sujet d'anciens documents de refinancement. Votre nom, a-t-elle demandé. Marc Reynaud, ai-je dit. Compte se terminant par 482. Elle a tapé, a jeté un coup d'œil à l'écran, et ses sourcils se sont légèrement levés. Un instant, monsieur Reynaud. Je me suis assis sur une chaise près de la fenêtre, regardant les voitures passer au ralenti dans les rues verglacées. Mes mains reposaient sur mes genoux, stables maintenant. Pas calme, mais concentré. Un homme d'une quarantaine d'années avec des lunettes à monture métallique est sorti et m'a serré la main. Marc, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. J'ai besoin de copies des documents de refinancement d'il y a 3 ans, ai-je dit. Le dossier complet. Il a hoché la tête. Ceux de l'époque du décès de votre père? Oui. Cela prendra quelques minutes, dit-il. Vous voulez un café? J'ai refusé et j'ai attendu. Alors que j'étais assis là, quelque chose a changé en moi. Pas de la colère, ni même de la résolution. De la clarté. Carole avait toujours supposé que je m'occupais des trucs ennuyeux, les factures, les papiers, les contrats. Elle signait là où je lui montrais, me faisant confiance pour que tout fonctionne, et elle n'avait jamais demandé une seule fois ce que tout cela signifiait. Quand l'homme est revenu avec un dossier assez épais pour faire un bruit sourd sur le bureau, j'ai senti un calme étrange s'installer dans ma poitrine. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai juste posé ma main sur la couverture et j'ai pensé à la façon dont Carole m'avait regardé dans la cuisine, si sûre que je n'avais nulle part où aller. Il supposait que je reviendrais en rampant pour sauver mon crédit, ma maison, mon mariage. Ils se trompaient sur une chose, et cette seule chose allait tout leur coûter. J'ai ouvert le dossier dans ma camionnette, pas à l'intérieur de la banque. Certaines choses méritent de l'intimité. Le papier sentait légèrement le tonneur et les vieux dossiers, comme le font toujours les documents officiels. Je les ai étalés sur le siège passager, lissant les coins avec ma paume comme s'ils pouvaient me répondre si je les manipulais brutalement. C'était là. Les documents de refinancement d'il y a 3 ans. Le cachet du notaire, les signatures la mienne, nette et stable, celle de Carole, précipitée et inclinée, comme si elle pensait à autre chose. Je me souvenais clairement de cet après-midi maintenant. Carole avait été distraite. Damien appelait encore, en colère pour quelque chose, convaincu que le monde était injuste. Elle avait parcouru les documents en étant debout au comptoir, son stylo tapotant. C'est tout standard, avait-elle demandé. Oui, avais-je dit. Juste des clauses de protection. D'accord, avait-elle dit, déjà à moitié tournée. C'est toujours toi qui gères ça. C'était vrai. C'était toujours moi. À l'époque, j'avais écouté un homme discret au Crédit Agricole, un conseiller aux cheveux gris qui avait connu mon père, m'expliquer les choses lentement, sans drame. Il avait parlé d'éventualités, de la façon dont les seconds mariages se compliquaient parfois, de la façon dont la protection des actifs n'était pas une question de méfiance. C'était une question de prévoyance. Les gens ne prévoient pas de se séparer, avait-il dit. Ils omettent simplement de prévoir ce qui se passera quand ils le feront. À l'époque, je pensais être prudent, responsable. Maintenant,
je réalisais que j'avais construit une porte que je n'aurais jamais pensé franchir. Le langage était simple une fois qu'on le regardait sans crainte, la maison, le refinancement, la structure des actifs liés au compte à mon nom, les protections qui s'activaient si les fonds communs étaient utilisés à mauvais escient ou si quelqu'un tentait de mettre en gage la propriété sans autorisation appropriée. Rien de sournois, rien d'illégal. Juste complet. Je me suis adossé dans le siège de la camionnette et j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Je n'étais pas piégé. Je suis retourné chez Rémi et j'ai passé le reste de l'après-midi à tout lire 2 fois. J'ai pris des notes dans les marges avec un stylo que Rémi m'a tendu, l'encre grattant bruyamment dans la pièce silencieuse. Je ne me sentais pas malin. Je me sentais lucide. Cette nuit-là, Carole a de nouveau appelé. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table basse comme s'il était vivant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis versé un verre d'eau et je suis resté près de la fenêtre. La neige tombait, lente et régulière, couvrant les traces de pneus, comme pour effacer des preuves. Pour la première fois depuis que j'étais parti, je sentais quelque chose de solide sous mes pieds. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat local spécialisé en droit de la famille, quelqu'un dont j'avais entendu le nom plus d'une fois. Pas un requin, juste quelqu'un de solide. Le genre d'homme qui expliquait les choses en des termes que vous pouviez ramener à la maison et sur lesquels vous pouviez dormir. Nous nous sommes assis dans son petit bureau au-dessus d'une quincaillerie du centre-ville. Il a plus écouté qu'il n'a parlé, ce que j'ai apprécié. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé et a croisé les mains. Vous n'avez pas mis ça en place pour blesser qui que ce soit, dit-il. Vous l'avez mis en place pour vous protéger. J'ai hoché la tête. Votre femme, a-t-il poursuivi, a fait des suppositions. Ça semble être le thème, ai-je dit. Il a presque souri. Au moment où je suis parti, le plan n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas de la vengeance, pas encore. C'était juste de la préparation. Une préparation calme, légale, patiente. À la manière de mon père. Cet après-midi-là, j'ai vérifié mes comptes. Tout était encore intact. Pas d'alarme, pas d'alerte, juste des chiffres là où ils avaient toujours été. Puis, tard ce soir-là, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. La voix de Damien est sortie, nette et forte, comme s'il faisait les 100 pas en appelant. « Salut, Marc, dit-il, dégoulinant de sarcasme. Il faut qu'on parle tout de suite. Il y a une sorte de problème avec les comptes. Maman panique. Alors si c'est une sorte de coup monté, tu as fait passer ton message. Clic. J'ai fixé l'écran. Coup monté. 10 minutes plus tard, un autre message vocal. Même numéro, ton différent. D'accord, écoute, dit Damien, plus lentement cette fois. Il y a un malentendu. J'essayais juste de m'occuper de quelques trucs, et soudain la carte ne marche pas. Ce n'est pas normal. Tu dois régler ça. Je n'ai pas bougé. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Carole. Cette fois, j'ai répondu. Marc. Sa voix était tendue, contrôlée. Il y a un problème avec le compte. Je me suis adossé dans le fauteuil inclinable de Rémi et j'ai regardé le plafond. Quel genre de problème? Il est gelé, dit-elle. Damien essayait de payer quelque chose, et ça a été refusé. Payer quoi? Il y a eu une pause. Un bateau, dit-elle doucement. Un bateau de pêche d'occasion. Il a dit que c'était une bonne affaire. J'ai fermé les yeux. Un bateau de pêche. Bien sûr que c'en était un. Et tu n'as pas pensé à demander, ai-je dit. Marc, s'il te plaît, lança-t-elle, puis s'adoucit. Ce n'est pas le moment. La banque a appelé. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de ton autorisation. J'ai laissé le silence s'étirer, non pas pour la punir, mais pour laisser la vérité respirer. Je n'ai rien autorisé, ai-je dit. Eh bien, il le faut, répondit-elle, la frustration s'insinuant. C'est ridicule. On ne peut pas avoir des comptes qui se bloquent comme ça. Carole, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Ton fils a essayé d'utiliser des fonds communs sans mon consentement. Il vit ici, dit-elle.
Il fait partie de la famille. Moi aussi, ai-je dit. Une autre pause. Celle-ci plus lourde. Nous en parlerons quand tu rentreras à la maison, dit-elle, la vieille certitude revenant. Je ne rentre pas à la maison, ai-je répondu. La ligne est devenue silencieuse. Au cours des 2 jours suivants, les appels sont arrivés par vagues. Damien en colère, puis Damien suppliant, puis Damien faisant semblant d'être raisonnable. Carole a laissé des messages, aussi. Le premier était sec et exigeant. Le second était tendu d'inquiétude. Le 3e jour, sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Marc, a-t-elle murmuré au téléphone. Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai écouté chacun d'eux une fois, puis j'ai posé le téléphone face contre table. Je ne prenais aucun plaisir à cela. Cela m'a surpris. Ce que je ressentais était plus proche du soulagement. Le chaos dans lequel ils avaient vécu et les cris, le sentiment de tout mériter, les suppositions avaient finalement heurté quelque chose de solide. Pas moi qui criais, pas moi qui menaçais. Du papier. Du temps. La vérité. Le 3e soir, alors que le soleil tombait derrière les toits enneigés, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un unique message. Nous parlerons en public. Je l'ai envoyé avant de pouvoir douter. Alors que l'écran s'assombrissait, j'ai pensé à quel point il était étrange que tout cela ait des années de tension, des mois de ressentiment, un ultimatum crié se résume à des papiers et de la patience. Je n'allais pas me battre. Je n'allais pas supplier. J'allais juste laisser la vérité parler d'elle-même. Devant tout ce qui comptait. Le premier message vocal est arrivé à 7h18 le lendemain matin. J'étais de nouveau assis à la table de la cuisine de Rémi, la même tasse ébréchée dans mes mains, le même ciel gris normand pressant contre la fenêtre. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'au silence et j'ai attendu la notification. Nouveau message vocal. Je n'ai pas écouté tout de suite. J'ai d'abord fini mon café. Cela semblait important. Quand j'ai finalement appuyé sur lecture, la voix de Damien a explosé du haut-parleur. Marc, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-il lancé. Je pouvais entendre le vent en arrière-plan, comme s'il faisait les 100 pas dehors. Tu crois que tu peux nous bloquer l'accès à notre propre argent? Cette carte a été refusée devant des gens. Tu as une idée de l'image que ça m'a donnée? Je l'ai imaginé sans effort, Damien debout dans un bureau de marina ou un magasin de sport, la carte de crédit glissant sur le comptoir, le commis lui adressant ce sourire poli et embarrassé. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Tu fais une sorte de démonstration de force, a continué Damien. Tu fais toujours ça. Tu agis calmement comme si tu étais le plus malin de la pièce, mais tu es juste mesquin. Maman devient folle ici. Alors, félicitations. Tu as gagné. Maintenant, arrange ça. Le message s'est coupé net. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le plateau de la table, le grain du bois usé et lissé par des décennies d'utilisation. J'ai pensé au nombre de fois où Damien avait dit « Arrange ça, chez moi ». Quand le Wi-Fi ne fonctionnait plus, quand sa voiture ne démarrait pas, quand la vie ne lui donnait pas ce qu'il pensait mériter. Le deuxième message vocal est arrivé moins d'1 heure plus tard. Même numéro, voix différente. D'accord, a dit Damien, plus lentement cette fois, presque prudent. Écoute, peut-être que je me suis emporté tout à l'heure. C'est de ma faute. C'est juste que tout ça a pris des proportions démesurées. Je pouvais l'entendre respirer comme s'il choisissait ses mots. On peut arranger ça. Tu n'as pas besoin d'en faire toute une histoire. Débloque juste le compte et on parlera. Je m'excuserai même si c'est ce que tu veux. La voilà. L'offre. La fausse humilité. J'ai supprimé le message sans répondre. À midi, les appels de Damien ont cessé. C'est alors que Carole a commencé. Son premier message vocal était sec, professionnel. Marc, le Crédit Agricole a besoin que tu les appelles, a-t-elle dit. Ils ne débloqueront rien sans ton autorisation. Ça devient sérieux. Le deuxième est arrivé 5 heures plus tard. Marc, a-t-elle dit, et le ton sec avait disparu, remplacé maintenant par de la tension. S'il te plaît, il faut qu'on s'assoie et qu'on parle. Damien ne voulait pas que les choses aillent aussi loin.
Le troisième jour, sa voix ressemblait à peine à la sienne. Marc, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas quoi faire. Il n'arrête pas de me demander ce qui se passe, et je n'ai pas de réponse. S'il te plaît, appelle-moi. Celui-là est resté avec moi plus longtemps que les autres. Je me suis souvenu de Carole telle qu'elle était avant, riant de publicités stupides, s'occupant du jardin au printemps, fière de la façon dont je faisais tourner les choses. Je me suis souvenu de sa peur, aussi. La façon dont elle s'accrochait à Damien comme si, en le lâchant, il disparaîtrait pour toujours. La peur peut faire de mauvais calculs à des gens bien. L'après-midi du troisième jour, Rémi est rentré tôt et m'a trouvé assis sur les marches du porche, le manteau bien fermé, le téléphone à la main. Ils sont toujours dessus, a-t-il demandé. Pire, ai-je dit. Il s'est assis à côté de moi, le bois craquant sous notre poids combiné. Ça va? J'y ai réfléchi. Je crois que oui, ai-je dit. Juste fatigué. Rémi a hoché la tête. C'est normal. Tu fais quelque chose de difficile. J'ai regardé la rue. Un chasse-neige est passé en grondant, projetant la neige en murs blancs et nets le long du trottoir. Tout semblait propre et net, comme si la ville avait été réinitialisée pendant la nuit. Ce soir-là, je suis passé devant mon ancienne maison sans ralentir. La lumière du porche était allumée. La voiture de Carole était dans l'allée. Celle de Damien aussi. Je n'ai pas ressenti l'attirance à laquelle je m'attendais. Aucune envie de m'y engager. Aucun instinct de réparer les choses. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la distance. Une distance nette et claire. De retour chez Rémi, j'ai écouté le dernier message vocal de Carole une fois de plus, celui où sa voix s'était brisée. Je ne prenais aucun plaisir à cela. C'était important pour moi. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de mettre fin à quelque chose qui pourrissait depuis longtemps. J'ai tapé un message, un seul. Nous parlerons en public. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone est devenu silencieux. Cette nuit-là, allongé sur le canapé, je n'ai pas entendu la voix de mon père pour une fois. Je n'ai pas entendu Carole crier. Je n'ai pas entendu Damien ricaner. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus stable que la colère. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me battre. J'allais juste laisser la vérité parler d'elle-même. Devant tout ce qui comptait. Le palais de justice de Caen se dresse dans une rue calme du centre-ville, tout en pierre de taille et en marches étroites, usées et polies par 100 ans de passage. J'étais passé devant des milliers de fois sans jamais penser que je franchirais ces portes pour mon propre mariage. Ce matin-là, le parking était déjà à moitié plein quand je suis arrivé. Des camionnettes, des berlines avec des autocollants de concessionnaires délavés, quelques voitures que je reconnaissais de l'usine. Dans une ville de cette taille, les nouvelles ne voyageaient pas vite, elles voyageaient de manière détournée, se glissant dans les conversations aux stations-service et dans les couloirs des mairies jusqu'à ce que tout le monde en sache juste assez pour être curieux. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le papier, le vieux bois et les manteaux d'hiver qui séchaient. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes. J'ai pris place sur un banc dur et j'ai croisé les mains sur mes genoux, remarquant à quel point elles étaient stables. Carole est arrivée 10 minutes plus tard. Elle portait un manteau bleu marine que je lui avais acheté pour Noël 2 ans plus tôt. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son maquillage net mais fait à la hâte. Elle a regardé la pièce comme si elle essayait de compter ses alliés. Damien est entré juste derrière elle, trop bien habillé pour un palais de justice un matin de semaine. Veste propre, bottes neuves, mâchoire serrée. Il a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'incertitude traverser son visage. Puis il s'est durci. La salle s'est remplie tranquillement. Un représentant du Crédit Agricole était assis quelques rangs plus loin. Mon avocat m'a fait un signe de tête, calme comme toujours. Quelques personnes de la ville chuchotaient près du mur, faisant semblant de ne pas nous dévisager. Carole a pris sa place sans me regarder. Lorsque la procédure a commencé, il n'y a pas eu de drame au début, juste des noms, des dates, des voix calmes exposant les faits comme les faits préfèrent être exposés, lentement, sans émotion. Les documents ont été sortis et les documents de refinancement, les signatures, la structure des actifs que Carole avait à peine regardés des années plus tôt,
la chronologie des tentatives de transaction, l'activité suspecte sur le compte. Damien s'est agité sur sa chaise. Lorsque la représentante du Crédit Agricole a parlé, c'était de manière factuelle. Aucune accusation, aucune théâtralité, juste une explication. Tentative non autorisée d'accéder à des fonds communs, a-t-elle dit, répétée sur une courte période. Cela a déclenché un examen automatique. La tête de Carole s'est relevée brusquement. Nous n'avons rien fait de mal, a-t-elle dit. La médiatrice a levé la main. Madame Reynaud, s'il vous plaît. Damien s'est penché en avant. C'est insensé, a-t-il marmonné. Ce n'est que de l'argent. C'est à ce moment-là que la pièce est devenue silencieuse. La médiatrice l'a regardé par-dessus ses lunettes. L'argent devient sérieux quand les gens supposent que ce n'est pas le cas. La suite est venue rapidement après cela. La maison. Les épaules de Carole se sont affaissées alors que le langage était expliqué en termes simples. Pas du jargon juridique, juste la réalité. La maison n'était pas quelque chose qu'elle pouvait mettre en gage, promettre ou utiliser comme garantie sans l'autorisation de Marc. Elle ne l'avait jamais été. Damien a ricané. Ce n'est pas juste. Je ne l'ai pas regardé. La médiatrice s'est tournée vers Carole. Madame Reynaud, avez-vous lu ces documents lorsque vous les avez signés? Carole a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je lui faisais confiance, a-t-elle dit doucement. J'ai enfin parlé. Et je te faisais confiance, ai-je dit, ma voix portant plus loin que je ne l'avais prévu, pour être ma partenaire. Damien s'est alors levé. Tu as planifié ça, a-t-il lancé en me pointant du doigt. Tu as tout organisé pour pouvoir tout contrôler. Un huissier s'est avancé. Monsieur, asseyez-vous. Damien ne l'a pas fait. J'ai perdu mon travail, a-t-il poursuivi, la voix s'élevant. J'avais besoin d'aide, et toi? Asseyez-vous, a répété l'huissier, plus fort. Damien s'est laissé retomber sur sa chaise, le visage rouge, la poitrine haletante. La pièce bourdonnait du son des respirations retenues. Carole fixait la table devant elle comme si elle pouvait s'ouvrir et l'avaler. Quand la décision est tombée, elle n'a pas été assénée comme un coup de marteau. Ce n'était pas nécessaire. La médiatrice a parlé calmement, clairement. Les actifs resteraient protégés. Les comptes resteraient gelés en attendant une séparation en bonne et due forme. Les frais de justice seraient partagés, avec une responsabilité supplémentaire attribuée là où une mauvaise utilisation financière avait eu lieu. Les yeux de Carole se sont alors levés vers les miens. Je ne savais pas que ça en arriverait là, a-t-elle murmuré. J'avais peur de le perdre à nouveau. Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis levé lentement. Tu m'as perdu, ai-je dit, sans élever la voix, le jour où tu m'as forcé à choisir. Je me suis tourné vers Damien. Je me suis excusé il y a des années de ne pas être ton père, ai-je dit. Maintenant, tu me dois bien plus que des excuses. Il n'avait rien à dire. Quand ce fut terminé, les gens sont sortis en petits groupes, en murmurant. La représentante du Crédit Agricole m'a serré la main. Rémi m'a donné une tape sur l'épaule et a souri comme s'il venait de voir un combat loyal se terminer comme il se doit. Carole s'est attardée près de la porte. Marc, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je dit. Puis je suis passé devant elle, suis sorti dans l'air froid normand et j'ai senti quelque chose se soulever de ma poitrine que je portais depuis plus longtemps que je ne le pensais. L'appartement était calme d'une manière que mon ancienne maison n'avait jamais connue. Pas de télévision murmurant en arrière-plan. Pas de porte qui claque. Pas de tension bourdonnant sous le plancher comme un mauvais câblage. Juste le doux tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement constant du réfrigérateur faisant son travail sans se plaindre. J'ai emménagé 3 semaines après le passage au tribunal. Un petit 2 pièces en périphérie de la ville, non loin du chemin de halage. Rien d'extraordinaire. Mur beige, moquette marron, un balcon juste assez grand pour une chaise pliante et une tasse de café. Le genre d'endroit que l'on choisit quand on a fini d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Le premier soir, je me suis assis par terre, le dos contre le canapé, et j'ai mangé un sandwich directement dans son emballage. Jambon, beurre, simple. Et pour la première fois depuis longtemps, ma poitrine n'était pas serrée.
Le travail a continué comme il l'avait toujours fait. L'usine sentait toujours l'huile et le métal chaud. Les machines tombaient toujours en panne au pire moment possible. Les plus jeunes se plaignaient toujours de leur quart de travail, et les plus âgés faisaient toujours semblant de ne pas les entendre. Quelques personnes ont posé des questions. Le mot s'était répandu comme il le fait dans une ville comme la nôtre. Tout va bien à la maison, Marc? J'ai hoché la tête. Oui. Ça s'arrange. C'était suffisant. Le vendredi soir, j'ai recommencé à m'arrêter au bar du village. Les mêmes longues tables, les mêmes mauvaises blagues, le même plat du jour qui avait un meilleur goût en vieillissant. Rémi me gardait toujours une place. Un soir, il a fait glisser une bière sur la table et a dit « Tu souris plus ». Je ne l'avais pas remarqué, mais il avait raison. Carole a envoyé un texto une fois, environ un mois après l'audience. « J'espère que tu vas bien. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Je ne la détestais pas. Cela m'a surpris, aussi. J'ai répondu par une seule phrase. « J'espère que tu trouveras la paix. » Et ce fut tout. J'ai entendu dire en ville que Damien avait déménagé peu de temps après. Un cousin dans la région lyonnaise, peut-être. Un autre nouveau départ. Je lui ai souhaité bonne chance, honnêtement. Le monde est assez dur sans lui enseigner les mauvaises leçons. Un samedi matin, Rémi et moi sommes allés à l'étang avec 2 cannes à pêche bon marché et un thermos de café. L'eau était calme, de ce gris plat qui donne l'impression de réfléchir à quelque chose d'important. Nous n'avons pas attrapé grand-chose. Peu importait. À un moment donné, Rémi s'est adossé à sa chaise et a dit « Tu regrettes parfois ?» J'ai pensé à la cuisine, à l'ultimatum, au sourire suffisant, à la façon dont mon estomac s'était noué quand Carole avait prononcé le mot « divorce », comme si c'était une arme. J'ai pensé au canapé chez Rémi, au téléphone dans ma main avec des excuses tapées et effacées. Au banc du palais de justice sous mes paumes. Non, ai-je finalement dit. Je regrette d'être resté silencieux aussi longtemps. Rémi a hoché la tête. Ça se tient. En rentrant cet après-midi-là, les fenêtres entr'ouvertes, le soleil bas sur les champs, la voix de mon père est revenue une dernière fois. Un homme qui supplie aujourd'hui paie pour toujours. Je le comprenais différemment maintenant. Il ne s'agissait pas de fierté. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de savoir quand votre propre voix compte plus que de maintenir la paix à tout prix. Je n'ai pas gagné. J'ai simplement refusé de me perdre moi-même. Ces 3 mots que j'ai prononcés dans ma cuisine, j'en ai fini ici, n'étaient pas destinés à punir qui que ce soit.